Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de votre nouvelle saison d'Ailleurs dans le monde qui débute avec un entretien exceptionnel consacré à la Russie. Plus grand pays du monde par sa superficie, cet État fédéral à cheval entre deux continents, l'Europe et l'Asie, tient une place particulière sur la scène internationale et semble déterminé à la conserver. Historiquement, l'un des plus grands empires, l'URSS deviendra l'une des deux superpuissances de la guerre froide avec les États-Unis d'Amérique. Mais en 1991, l'URSS se disloque en 15 États indépendants. La Russie reprend la place de l'URSS dans les institutions internationales, notamment le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et prend aussi en charge l'armement nucléaire soviétique. Dans le concert des nations, la voix de la Russie porte de plus en plus. Régulièrement en désaccord avec les puissances occidentales, la Russie semble vouloir conquérir le continent africain. Alors quelles sont les ambitions de la Russie de Vladimir Poutine? Pour en parler, je vous propose de rejoindre l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, M. Vladimir Beykov. Excellence, bonjour et merci de nous accueillir au sein de votre... Bonjour, c'est le grand honneur de vous recevoir à la résidence Russie. Je suis très honoré. Monsieur Vladimir Beykov, en 2020, selon un classement publié par US News and World Report, qui examine finalement l'influence des nations sur le plan militaire, politique et économique, la Russie occupe la deuxième place après les États-Unis et devant la Chine. Cependant, sur le plan économique, la Russie est la 11e puissance mondiale en termes de PIB. Le rôle militaire et politique de la Russie semble supérieur à son poids économique. Comment expliquez-vous votre statut de superpuissance, malgré ce paradoxe? Merci bien de cette présentation de votre part. D'abord, comme je vous ai déjà dit, je suis très honoré d'avoir cette possibilité de répondre aux questions des journalistes de RTI. C'est une rare occasion pour un diplomate russe de bien présenter nos points de vue sur les sujets brûlants. Concernant votre première question, je voudrais d'abord préciser que le mot superpuissance ne s'applique plus, en tout cas à la Russie contemporaine, parce que c'était un mot utilisé pendant l'époque de la guerre froide, quand il y avait les deux superpuissances, l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis d'Amérique. L'Union soviétique n'existe plus, on peut dire même malheureusement, mais pour différentes raisons géopolitiques. Ça fait déjà 30 ans. Et c'est la Russie actuelle, donc la Fédération de Russie, qui assume, on peut dire, les fonctions de l'héritier légal. Donc nous sommes successeurs en droit de l'ex-Union soviétique. C'est pour cette raison que la Fédération de Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Et la Russie continue de jouer un rôle majeur, important sur l'échiquier international, compte tenu justement aussi de cet héritage de l'ex-Union soviétique, et de l'héritage politique, militaire, diplomatique. Du point de vue économique, vous dites bien que nous ne sommes plus dans le rang pas sur le pôle position, mais la Russie continue à être un acteur très important sur l'échiquier international. Et ça s'explique aussi par nos dimensions, si vous voulez, géographiques. N'oublions pas que nous occupons deux continents. Et nous sommes un tiers de Russie, c'est l'Europe. 2 tiers, c'est l'Asie, la Sibérie, l'Extrême-Orient. Nous sommes toujours le premier dans le monde par la superficie. On a 17,4 millions, je dis bien millions, kilomètres carrés. C'est 1/7, je précise bien, 1/7 de superficie totale de la Terre. Alors après la dislocation du bloc soviétique, la Russie a enregistré durant 20 ans des avancées dans l'intégration au système occidental. Mais avec l'arrivée du président Vladimir Poutine au pouvoir, Moscou semble changer de stratégie et voire durcir de ton, notamment vers les États-Unis et les puissances européennes à qui, je le cite, il reproche l'expansion géopolitique poursuivie par l'OTAN et l'UE et l'hégémonie américaine. Mais à contrario, Excellence, certaines de vos décisions ou prises de position sont vécues par les pays occidentaux comme des provocations, notamment le dossier ukrainien et syrien. Finalement,
La Russie est dans une logique offensive ou défensive? D'abord, soyons quand même clairs. Il n'y en a plus des raisons idéologiques qui déterminaient en grande partie les politiques extérieures de l'Union soviétique, qui déterminaient, on peut dire en quelque sorte, la logique de la guerre froide. Chacun des puissances, comme la Russie, a ses propres intérêts géopolitiques, géostratégiques. Nous avons aussi les intérêts tout à fait pragmatiques, même comme j'ai déjà dit au début, même par notre grande dimension géostratégique, nous avons déjà des intérêts en Asie, en Europe, et dans les autres parties du monde. Voyez? Et donc, vous dire que la Russie durcit ses positions, c'est un peu contraire à notre politique. Par contre, nous sommes très forts pour bien défendre nos intérêts, dirais-je, légitimes, et qui sont parfois séculaires, millénaires, vous voyez, donc, et indépendamment des caractères même idéologiques, la Russie reste un pays millénaire. Si c'était à l'époque l'Union soviétique, maintenant c'est la Fédération de Russie, nous avons toujours des intérêts majeurs. Et si donc nos partenaires occidentaux nous accusent de temps en temps de telle visée expansionniste ou autre, et que nous sommes en position défensive, écoutez, à l'époque soviétique, il y avait les deux grands blocs militaires, donc le traité de Varsovie, qui n'existe plus, c'est ce bloc de fait du Sud, oui, et l'OTAN qui reste toujours présent. Et l'OTAN essaie de chercher toujours sa raison d'être, s'il n'y a plus d'adversaire en face. L'OTAN qui, je précise bien, au début, était destiné à défendre les intérêts dans l'Atlantique du Nord, même pas par le Nord, donc qui s'explique. Maintenant, essaie de bien, si vous voulez, diffuser, si on peut dire, sa présence, son influence sur les différentes parties du globe, en disant toujours que c'est normal, c'est naturel, et c'est pour contrecarrer les soi-disant menaces russes. À l'époque, c'était les menaces soviétiques. Mais c'est un peu bizarre de parler de menaces russes si nous avons la présence de troupes de l'OTAN à quelques 150 km, par exemple, de notre deuxième grande ville, deuxième capitale, si on peut dire Saint-Pétersbourg. Nous avons à la frontière de notre pays maintenant la présence militaire. Et on nous accuse de l'agression. Ça, c'est quelque chose qui dépasse quand même un peu les bornes, même dans la diplomatie. Alors, une autre puissance semble être un partenaire privilégié de la Russie, c'est la Chine. Sur le plan politique, il y a le traité sino-russe de bon voisinage, d'amitié et de coopération signé le 16 juillet 2001, qui consacre le partenariat stratégique entre vos deux pays. Et vos deux États sont régulièrement, en tout cas, ont régulièrement des positions communes au sein du Conseil des Nations, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Diriez-vous que la Chine est un allié objectif ou est-ce une alliance de circonstances pour affaiblir les États-Unis d'Amérique? Il faut toujours regarder l'histoire. Nous sommes deux voisins, des grands voisins. Nous, c'est-à-dire même la Russie de l'époque, l'Empire russe, l'Union soviétique, la Fédération de Russie. Nous avons la grande frontière commune et nous avons beaucoup d'intérêts qui nous unissent. Et vous avez correctement souligné que c'est un partenariat stratégique, je souligne bien, qui est établi entre donc, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Nous sommes vraiment des alliés et des partenaires stratégiques. On a beaucoup de choses en commun. Et notre, si vous voulez, partenariat n'est pas destiné à viser quelque autre, si vous voulez, puissance, quelque autre alliance. C'est le contraire, c'est pour bien renforcer la coopération. Donc, notre principe de base, ce que je voudrais bien préciser pour les téléspectateurs, c'est avoir les alliances qui ne sont pas dans leur caractère destinées contre quelqu'un. C'est toujours pour avoir les alliances, pour renforcer les liens avec nos partenaires, nos alliés, pour l'intérêt réciproque, pour les avantages de chacun des participants.
En 2019, donc c'est tenu à Sochi, hein, oui, la première édition du sommet Afrique-Russie, Russie-Afrique, hein, en présence de Vladimir Poutine et 43 chefs d'État et de gouvernement du continent. Au-delà de la démonstration de force du Kremlin, aucune annonce majeure n'a été faite. 2 ans après, quel bilan faites-vous de cette première édition? Bon, il y avait donc tous les 54 pays africains qui étaient représentés à différents niveaux. Et c'était 45 chefs d'État ou de gouvernement qui étaient présents, notamment son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. C'était sa première venue donc, en Russie. Vous dites qu'il n'y avait pas de résultats, dirais-je, spectaculaires, tout ça. Non, je précise pas d'annonce. Non, je précise bien. D'abord, il y avait une importante déclaration adoptée par tous les participants, donc par les chefs d'État et de gouvernement, présents donc à ce sommet. Et cette déclaration, ce document est assez volumineux, le document, qui détermine bien les différents domaines de notre coopération, on peut dire, bilatérale, donc entre nous et nos partenaires africains, et politiques, et économiques, et scientifiques, culturels, dans le domaine de formation, vous voyez, beaucoup de domaines. Je dis d'abord qu'il y avait une grande déclaration, malheureusement qui n'est pas peut-être tellement bien connue par nos amis en Afrique, parce que pour telle raison, de manque de communication, parfois suite à certaines discriminations, la Russie n'est pas encore en mesure de bien faire passer ce message. Mais il y avait donc une grande déclaration. Il y avait après les décisions importantes concernant le suivi. D'abord, on a créé des mécanismes de ce forum de partenariat Russie-Afrique. Il y a même un secrétariat permanent qui est basé maintenant à notre ministère des Affaires étrangères. Il y a une grande association de la coopération Russie-Afrique créée par les chefs d'entreprise russes et leurs partenaires sur le continent africain. Ils ont déjà fait les premières missions d'affaires, des missions de prospection. Donc, il y a eu beaucoup de différents forums, comme vous dites, panels, sur les différents sujets de l'intérêt commun, de coopération, voyez, entre votre continent et la Fédération de Russie. Et on travaille activement actuellement pour préparer la deuxième édition de l'année prochaine. Sur le continent africain, cette fois-ci? Sur le sol africain, je précise bien. Mais on ne sait pas encore quel pays. Je ne suis pas en mesure, je ne sais pas vraiment. Mais je sais que le travail déjà fait son cours, parce que vous voyez, dans la diplomatie, parfois ce n'est pas tellement public, il y a des consultations, des discussions, mais la décision de principe a été prise que c'est sur le continent africain. Quel pays, quelle ville, quelle capitale, nous avons encore du temps parce que le sommet est prévu, je crois, en novembre 2022. On travaille déjà, et même avec nos partenaires ici, nous avons déjà eu certaines discussions à ce sujet concernant l'agenda, vous voyez, les sujets qui peuvent intéresser nos partenaires africains. Donc on travaille déjà. Mais c'est un peu, vous voyez, les diplomaties n'aiment pas parfois beaucoup de bruit. Alors dans un contexte de défiance envers les anciennes puissances coloniales, la Russie rappelle, et vous l'avez fait encore assez fièrement, son passé non colonial, au contraire. Bien sûr, bien sûr. Alors certes, Moscou a soutenu la décolonisation, mais actuellement, la Russie remplit son carnet de commandes et renforce ses partenariats sécuritaires. Excellence, donc en quoi finalement ces pratiques sont-elles différentes des relations que le continent africain entretient avec ses anciennes colonies, notamment la France? D'abord, je voudrais souligner qu'à l'époque soviétique même, nous avons aidé à une vingtaine de pays africains de bien former leurs propres forces armées. C'est important à dire. Bon, je ne vais pas entrer en détail, mais vous prenez par exemple le cas de Mali, de Guinée, c'est à titre de Ghana, mais vous voyez, donc les pays qui ne sont pas loin de vos frontières, donc à qui nous avons fourni vraiment une grande assistance. Et pour certains, nous travaillons même maintenant. Une autre chose importante à souligner, la Russie ne répond pas aux demandes des autorités sur place, des autorités légitimes, au moins des autorités qui assurent, si vous voulez, le contrôle effectif, n'est-ce pas? Donc, et c'est sur la base de ces demandes que nous réagissons. Et
notre intérêt, c'est de bien avoir des relations de partenariat et de coopération, d'abord pour assurer l'assistance. On n'est pas là pour faire, comment dirais-je, le travail à la place d'autres. On aide, soit par la livraison de l'équipement militaire et technique, ou par la formation des militaires, soit en Russie, soit sur place, avec les encadreurs qu'on envoie donc de chez nous. Parfois, ce peuvent être les encadreurs, dirais-je, en quelque sorte paramilitaires, qui ne sont pas issus des forces armées, mais qui font leur travail sur la base des contrats passés officiellement avec les autorités, vous voyez, et ces structures paramilitaires. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que la Russie tient bien ses engagements. Prenez le cas de la Syrie. On a tout fait pour ne pas permettre l'effondrement de l'État en Syrie. Je dis bien, pas pour sauver le régime, l'effondrement de l'État. Et maintenant, vous voyez bien que l'État fonctionne. Il y a même récemment élevé des élections. Et le nombre de déplacés internes a diminué grandement. Donc, il reste encore certaines zones, dirais-je, qui ne sont pas sous contrôle donc, du gouvernement, mais ce sont ces zones soit contrôlées par certaines puissances occidentales, ou bien les zones qui étaient déterminées pour bien, comment dirais-je, mettre là-bas ces soi-disant, dirais-je, combattants de liberté, et en fait, la plupart ne sont que les djihadistes. Voilà, c'est pour vous donner les... Donc, la même chose pour l'Afrique. Si nous vous aidons, c'est pour bien sauver et conserver vos, comment dirais-je, structures étatiques pour ne pas permettre l'effondrement de vos États. Et il n'y a aucune intention commerciale? Attendez, c'est tout à fait pragmatique. Si à l'époque soviétique, nous accordions l'aide militaire qui était énorme, si on compte en dollars américains par exemple, mais ça a été vraiment donné comme ça gratuitement, et l'Union soviétique, qui a fourni beaucoup d'assistance militaire, donc ne récupérait pas en retour, vous voyez. C'est pourquoi, après l'effondrement de l'Union soviétique, je voudrais donner justement un chiffre important pour vos téléspectateurs. Bon, on a procédé à voir comment régler cette histoire de la dette extérieure de plusieurs États africains. N'oubliez pas que nous avons effacé presque pour un montant de 20 milliards de dollars, je dis bien 20 milliards de dollars, donc l'endettement des pays africains. En plupart, c'était la dette, justement, comme vous dites, militaire. Donc actuellement, on est quand même, nous sommes un pays de l'économie de marché, c'est plutôt quand même sur la base, comme vous dites, plutôt commerciale. C'est-à-dire, nous, dans la plupart des cas, nous fournissons notre assistance militaire pour avoir en contrepartie. Soit c'est payé en espèces, soit on trouve d'autres schémas, mais quand même pour s'assurer... Parce qu'on va aller sur la Centrafrique et le Mali directement. Profitons. Déjà. Ah oui. Vous m'attaquez. Non, du tout. C'est de l'attaque frontale. Je ne fais que poser des questions. Ah, les questions, d'accord. Alors, la coopération militaire entre la Russie et les autorités centrafricaines date de 2017, mais la République centrafricaine est devenue, en quelques mois, un symbole fort de la présence russe en Afrique. On reproche aux militaires et mercenaires russes d'être des soutiens inconditionnels du président Faustin Archange Touadéra, lui permettant même de se maintenir au pouvoir. Quel est finalement l'impact de la présence militaire russe sur la vie politique centrafricaine? D'abord, vous avez indiqué que c'est à partir de 2017, vous avez bien dit. Donc, je vous corrige, notre coopération, nos relations... l'Union soviétique. Voilà, il y avait déjà. Voilà, donc ça, c'est important de dire. Et je pense que c'est aussi sur la base de cette grande expérience que nos amis centrafricains aussi, ils ont bien jugé important de renouveler cette coopération avec l'actuelle Fédération de Russie. Et n'oubliez encore une chose importante, c'est que la Fédération de Russie est, si vous voulez, est revenue
ainsi que quand vous dites bien sur volet militaire, mais c'est avec l'accord du Conseil de sécurité et à la demande des autorités centrafricaines qui ont fait une demande officielle aux Nations Unies pour faciliter, si vous voulez, la formation, la création des forces armées, pour lutter contre la rébellion, pour bien assurer l'intégrité territoriale. Et c'est la Russie qui a fait, si on peut dire, les meilleures propositions qui étaient acceptées. Et même les pays, comme vous dites, les ex-métropoles, ils n'étaient pas contre à l'époque parce que c'était une décision unanime, notamment pour tous les membres permanents du Conseil de sécurité, de bien satisfaire cette requête des autorités centrafricaines. Depuis, dès qu'on a commencé à voir cette coopération avec l'arrivée de nos encadreurs, de ces spécialistes, donc pour bien assurer la formation donc, des militaires centrafricains, on a commencé à parler des mercenaires, de l'expansion, de ceci, de cela. Écoutez, je ne suis pas l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République centrafricaine pour vous parler en détail de ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas de ma compétence, mais en tant que diplomate russe, je peux vous dire que ce que nous faisons, c'est tout à fait légitime, c'est à la demande des autorités légitimes, et c'est pour bien assurer l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Mais vous avez évité un coup d'État, vous avez évité un coup d'État qui devait renforcer... Enfin, non, je vais finir après. N'oublions pas les accords de Khartoum, qui a aidé à faire réunir sur la même table le gouvernement et ces 18, je crois, une vingtaine de ces différents groupes de rebelles. Donc, mais c'était nous. C'était la fédération. C'est pas ce qu'on vous reproche en fait. Ce qu'on reproche, il y a eu des élections récemment, ce qu'on vous reproche finalement, c'est de maintenir le président au pouvoir et vous avez évité un coup d'État qu'on accuse Bozizé d'être derrière, d'avoir tenté un coup d'État en janvier, et ce sont les militaires russes qui ont permis au chef de l'État de se maintenir au pouvoir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, alors que vous êtes contre cette vision, mais est-ce qu'il n'y a pas une immixtion là, dans la vie politique d'un État, indirectement? Écoutez, comme j'ai déjà dit au début, ce sujet centrafricain, c'est plutôt relève de compétences de mon collègue à Bangui, mais comme diplomate russe, et quand même accrédité ici, donc en République de Côte d'Ivoire, je pourrais donner, vous voyez, mes commentaires dans le sens, si vous voulez, qui n'entre pas dans les détails. Mais c'est pourquoi je vous réponds de cette manière que la Russie n'intervient pas dans les affaires intérieures de ses partenaires. Si nous agissons, c'est toujours à la demande des autorités légitimes, c'est pour défendre l'État, pour assurer l'intégrité territoriale, pour assurer la stabilité. Si vous parlez vous-même, ce n'est pas moi qui, de coup d'État, de ceci, de cela. Mais défendre l'État, c'est défendre son premier représentant, comme avec Bachar al-Assad en Syrie, comme là. Bachar al-Assad, c'était pour sauver l'État en Syrie, pour ne pas permettre, excusez-moi, le triste exemple libyen. On a exterminé, je ne vais pas dire maintenant qui, on peut mentionner l'OTAN, certains chefs d'État de certaines puissances occidentales qui étaient très intéressés d'éliminer Kadhafi. Qu'est-ce que nous avons maintenant là-bas? Nous avons d'abord l'État n'est plus là, il y a les différents groupes rivaux, il y a donc les grandes migrations des Africains, donc de l'Afrique subsaharienne, il y a la grande crise migratoire, il y a beaucoup de problèmes. On a voulu éviter tout ça. On n'a pas peut-être réussi de tout faire, mais l'essentiel a été fait en Syrie. La même chose pour la République centrafricaine, en général. Notre présence, c'est une sorte de garantie que, comment dirais-je, cette histoire de Libye ne se répète plus, notamment, par exemple, en République centrafricaine. Nous sommes là pour bien aider nos partenaires, nos amis centrafricains, pour bien assurer la stabilité politique. Voyez? On n'est pas là pour telle, comme vous dites, autorité. Non, c'est l'essentiel. On a des relations entre États, entre les États. Voilà. Alors les discussions entre le Mali et la société militaire privée russe, le groupe Wagner, suscitent une profonde inquiétude à l'international. Mais de nombreux Maliens semblent impatients de voir les Russes remplacer les troupes françaises. On le voit dans des manifestations régulières et récentes. Le groupe Wagner, lui, par contre, cristallise vraiment les tensions. Alors déjà, qui sont-ils? De quelles informations vous disposez sur ce groupe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? Écoutez,
moi je représente quand même l'État, et pour vous parler de telle société privée, ce n'est pas tellement de ressort de l'ambassadeur. Mais ce que je peux vous dire, et c'était sur la base même des réactions, des réponses données par notre ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, nous considérons, nous, c'est-à-dire les autorités russes, ici là-bas au ministère des Affaires étrangères, qu'il s'agit des relations parfois purement, dirais-je, je ne dis pas commerciales, mais relations d'affaires entre les autorités de tel pays africain et une telle société, entreprise russe, notamment en ce qui concerne le domaine sécuritaire. Il paraît que cette société a eu déjà de l'expérience, on peut le dire, dans les autres pays, et on a jugé quand même positif ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est une peut-être des raisons pourquoi nos amis de Mali ont décidé de s'adresser à cette société, mais qui est une société privée, je précise bien, et ça ne regarde pas directement, ça si vous voulez pas, n'implique pas l'État russe. Donc, en étant l'ambassadeur ici, comme je dis, je ne suis pas tellement bien placé pour parler de ce qui se passe dans les autres pays africains, bien que ça vous intéresse. Non, j'entends bien, Excellence, mais comprenez que ce groupe Wagner, selon les observateurs, serait une organisation liée au gouvernement dans le but d'assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie. À quoi s'ajoute aussi la responsabilité de certains membres du groupe Wagner dans certaines exactions commises pendant la guerre. Déjà, est-ce vrai? C'est le point d'achoppement, ce lien supposé ou avéré avec l'État russe. Je passe de commentaires parce que ce n'est pas de ma compétence de bien donner les commentaires à ce sujet. Mais concernant les exactions, écoutez, c'est une commission... dans la guerre, dans les combats, oui, ce ne sont pas seulement ces soi-disant mercenaires que vous avez mentionnés, mais on peut voir, prenons par exemple le cas de ce qui s'est passé en Irak, avec, comme vous dites bien, le même type de mercenaires, mais qui travaillaient pour d'autres sociétés privées d'une superpuissance. On a même essayé de les accuser, mais même en Irak, en Afghanistan. Donc, ce sont des choses, écoutez, qui arrivent pendant les conflits. Donc, on ne peut pas, si vous voulez... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre propre? Si j'ose dire. C'est parce que ce sont, vous voyez, les actions militaires, les accrochages. On ne peut pas tout, vous voyez. Est-ce qu'il y a des dommages collatéraux dans une situation de conflit? Ça peut être en quelque sorte. Mais je dis une fois de plus, ce n'est pas dans mon domaine de bien décrire, vous voyez, telle société russe ou bien défendre ses couleurs. Non. Ce que je voulais vous dire, et je le répète, si même ces entreprises entrent en contact, ce n'est pas au dos des autorités légitimes des pays, c'est toujours avec et à la demande. Vous-même, vous avez mentionné le fait que même une partie de l'opinion publique dans tel pays africain insiste, comme vous dites, sur l'arrivée de ces paramilitaires pour qu'ils soient impliqués dans tel type, je ne sais pas, d'opération contre-terroriste. Mais je pense que plutôt, dans le cas particulier de Mali, il s'agit plutôt quand même de la formation. Parce que là, on a fourni aussi beaucoup d'équipements. Oui, des hélicoptères récemment sont arrivés. Pas seulement, il y avait beaucoup, parce que notre coopération avec Mali date des années 60, à l'époque Madiba Keïta déjà, vous voyez. J'ai déjà dit, vous vous rappelez, qu'on a aidé à la formation d'une vingtaine, à la formation des forces armées pour une vingtaine des États africains, notamment le cas du Mali, par exemple. Mais est-ce que finalement aussi, votre installation n'est pas favorisée par le désengagement des troupes françaises? Écoutez, ce n'est pas à moi de commenter parce que c'est à la demande des pouvoirs sur place à Bamako. C'est à ces gens-là de juger est-ce qu'il y a des engagements de ceci, de cela. Ce n'est pas à nous de dire. On nous demande. Il y a les demandes formelles, officielles. Bon, on les examine, on considère. Et si les conditions sont acceptables, donc voilà, après on passe déjà aux phases, dirais-je, plus concrètes.
Mais parler de tel désengagement, c'est un peu déjà, vous voyez, des spéculations, je crois. En tout cas, nous apprécions beaucoup, et ça, je peux dire haut et fort, donc, ce que font nos partenaires, notamment français, pour bien combattre le terrorisme, le djihadisme, vous voyez, parce que c'est pour assurer, voyez, la sécurité, pas seulement dans tel pays, mais dans la sous-région tout entière, mais c'est aussi en quelque sorte, c'est les conséquences, ce sont les résultats de ce qui a été fait en Libye. N'oublions pas d'où viennent les causes fondamentales de ces grandes, dirais-je, crises, de ces conflits que nous observons actuellement, pas seulement au Mali, au Burkina, au Niger, au Nigeria, vous voyez. Alors, un des axes majeurs de la présence de la Russie en Afrique repose largement sur des considérations militaires et sécuritaires, on vient d'en parler longuement. Et à cet effet, entre 2010 et 2020, 27 accords de coopération militaire ont été passés entre la Russie et des États africains. Et par ailleurs, la Russie est devenue en 2018 le premier exportateur d'armes en direction du continent africain. Excellence, votre pays a-t-il autre chose à offrir à l'Afrique que des armes? D'abord, je vais donner aussi quelques chiffres. Au cours du sommet Russie-Afrique, le président Vladimir Poutine a donné justement ces chiffres à titre de comparaison. Donc, nous avons, comme vous dites bien, vendu ou bien livré les équipements militaires pour l'Afrique subsaharienne pour un montant de presque 2,8 milliards de dollars. C'était, je crois, les statistiques, parce que c'était pour 2019, je crois. Mais en même temps, nous avons déjà aussi commercialisé, si on peut le dire, des vivres de céréales pour un montant qui dépasse 2,8. C'est pour vous dire que les armes ne sont pas vraiment prioritaires dans notre politique. Par contre, nous avons beaucoup de propositions pour nos amis africains dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie atomique, par exemple, dans le domaine de l'industrie de pointe même. Ce n'est pas seulement, bien sûr, pour l'exploration des gisements, mais aussi dans le domaine de la formation. Donc, la Russie, je reviens sur cette fameuse déclaration que j'ai déjà évoquée au cours de notre discussion. Là, on énumère beaucoup de domaines, mais certains de nos partenaires aiment bien toujours mettre l'accent sur les armes, tout ça, que les Russes n'aiment pas les armes, les Russes ne font que vendre les armes. Peut-être parce que nos armes sont robustes, moins chères et plus efficaces. Mais vous voulez dire quoi? Il y a un savoir-faire russe voilà, dans ce domaine? C'est simple, c'est robuste. Et la même chose pour, par exemple, les camions tout-terrain russes. Ils ne sont pas peut-être tellement sophistiqués, ils n'ont pas, je ne sais pas, des boîtes automatiques, tout ça, mais ils peuvent quand même marcher, voyez, sur les pistes et sur les parfois routes qui ne sont pas goudronnées. Il existe une coopération dans le domaine de l'éducation entre sûr, la Russie et la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, heureusement, c'est un des volets où vraiment je pourrais être fier en tant qu'ambassadeur que nous avons vraiment des résultats tangibles. Nous constatons l'engouement de votre jeunesse pour faire leurs études universitaires en Russie, pas seulement aux frais du gouvernement russe pour les bourses que j'ai évoquées, mais aussi parfois pour leurs propres frais. Pour les bourses offertes par le gouvernement russe. Jusqu'à ces derniers temps, on était à peu près une cinquantaine. L'année dernière, nous avons offert 63, je crois. Et cette année-là, on a réussi, et c'est justement grâce à ce que j'ai évoqué, qu'on augmente le nombre total de bourses donc accordées par le gouvernement. Nous avons une centaine donc, de boursiers ivoiriens qui pourront bénéficier des bourses offertes par le gouvernement russe. Et en plus, il y a presque 240, je crois, boursiers, candidats pour les études universitaires qui ont fait leur choix pour les études en Russie, mais déjà sur la base commerciale. Donc, vous voyez bien que avec votre pays, si vous comparez avec ces 1800, même 2000
sans bourse. À titre d'exemple, parce que je suis accrédité comme ambassadeur non résident au Burkina, là-bas, malheureusement, le nombre est vraiment dérisoire. On était à 3, maintenant on a dit 5. Pour vous, 5 seulement accordés par le gouvernement. Chez vous, c'est 100 bourses quand même. Donc vous voyez bien l'importance et les différences. Donc ça vous montre bien que vous faites partie de ces pays en Afrique subsaharienne avec lesquels vraiment nous avons dans ce domaine une coopération bien développée. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de votre courage. Merci beaucoup de nous avoir reçus, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi et l'honneur de vous avoir reçu à la résidence Russie. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci. Voilà.